Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'émission S801 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 14 mars 2024. Cette semaine, dans le Flash Actu, retour sur les annonces du début d'année et du CP+, le salon de la photo japonais. Leica lance son nouveau SL3 et il est possible de voter pour le prix du public de la 14e édition du Nikon Film Festival et à la grande surprise générale, Nikon s'offre la société RED. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Le tout début d'année 2024 a été relativement calme en termes de nouveautés. On peut citer naturellement OM System qui a annoncé fin janvier son nouvel hybride professionnel, l'OM1 Mark II, ainsi qu'une nouvelle optique, un 150-600 mm. Lumix a pour sa part annoncé une nouvelle optique en monture L très attendue, un 100 mm f2.8 macro qui a la particularité d'être très compact et très léger. Nikon a lancé la version 2 du firmware de son Z8 avec l'arrivée entre autres du mode auto-capture et d'un mode Pixel Shift de 180 millions de pixels. On peut aussi évoquer le Godox Pro 1, un nouveau flash Cobra qui propose en option un petit flash d'appoint à fixer sur sa face et ouvre donc la porte aux prises de vue multisources avec un seul et même flash. Et enfin Hasselblad, qui a annoncé un nouveau dos moyen format de 100 millions de pixels, compatible avec son système minimaliste et rétro, le 907X, que j'avais d'ailleurs sélectionné lors de la hotte du Papa Noël 2023. C'est à peu près tout, mais c'est sans compter les récentes annonces réalisées à l'occasion du CP+, le salon de la photo japonais qui a fermé ses portes fin février. Fujifilm a probablement réalisé The annonce du CP+, avec le lancement de la 6e et très attendue version de son super compact expert, le X106. Au programme, et pour résumer, l'appareil hérite du capteur de 40 millions de pixels stabilisé des X-T5 et X-H2, associé à la dernière génération de DSP, le X-Processor 5, qui ouvre la voie aux derniers algorithmes d'autofocus prédictif dopés à l'intelligence artificielle. L'appareil est disponible depuis la fin février et proposé au prix de 1 799 €. En plus, le constructeur a annoncé également le renouvellement imminent de son optique de kit en monture X avec un nouveau 16-50 mm f2.8 4.8, une nouvelle version de son app et une série de mises à jour de firmware pour tous les boîtiers sortis depuis 2022. Sigma a également été très actif à l'occasion de ce CP+, avec l'annonce de 2 nouvelles optiques. Un impressionnant 15 mm fisheye ultra lumineux f1.4 proposé au prix de 2 129 € et de l'autre côté du spectre des focales, un 500 mm f5.6 proposé au prix de 3 199 €. Ces deux objectifs seront naturellement disponibles en monture Sony E et L. Sony a annoncé un nouveau zoom transstandard 24-50 mm f2.8G très compact et proposé au prix de 1 300 €. Et pour terminer, Lumix a annoncé un nouveau zoom polyvalent 28-200 mm f4 7.1 macro stabilisé qui est pour sa part proposé au prix de 999 €. Force est de constater finalement que seuls Canon et Nikon sont restés muets à l'occasion de cette grande messe de la photo. Nous aurons naturellement l'occasion de revenir plus en détail sur certaines de ces nouveautés au cours de la saison. Leica vient d'annoncer la 3e génération de son hybride full frame en monture L, le SL3. L'appareil hérite du nouveau capteur 60 millions de pixels avec autofocus face contraste 315 points implanté dans le Leica Q3 l'année dernière et capable de produire de la vidéo 8K ainsi que de monter jusqu'à 100 000 ISO. Le capteur dispose d'une stabilisation mécanique 5 axes avec un gain annoncé de 5 IL. L'autofocus hérite des fonctions prédictives du Q3 avec la reconnaissance et le suivi des sujets type visage, œil, humain et animaux. Côté rafale, il faut compter 5 images par seconde avec suivi. Le design du nouveau SL3 évolue peu par rapport au SL2. Le boîtier est légèrement plus compact et plus léger et se voit doté de quelques améliorations ergonomiques, comme une poignée redessinée, une nouvelle molette de réglage, l'utilisation d'un écran arrière orientable sur 2 axes et une nouvelle disposition des boutons arrière. Le nouveau Leica SL3 est proposé au prix de 6 800 €. Et enfin, pour terminer, la 14e édition du Nikon Film Festival sur le thème Le Feu entre dans sa phase finale avec l'ouverture des votes pour le très convoité prix du public.
Pour cette édition, Nikon a reçu pas moins de 2772 films pour lesquels vous avez la possibilité de voter jusqu'au 10 avril prochain sur le site officiel du festival. Comme d'habitude, le festival se clôturera par une très belle soirée au Grand Rex de Paris, qui se déroulera le 27 avril et au cours de laquelle seront décernés les 13 prix par le jury de professionnels présidé par Quentin Dupieux. À noter que les 50 films finalistes seront projetés à partir du 12 avril dans toute la France par le réseau de cinéma CGR au Grand Rex et au Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz. Autre information qui concerne Nikon est le monde de la vidéo. La société Nippon vient d'annoncer le rachat de la société américaine Red Digital Camera, spécialisée dans la production de caméras professionnelles et dont la réputation n'est plus à faire dans l'univers de l'audiovisuel et du cinéma. Bon, voilà pour ce très long, très long, Reprends ta respiration. très long flash actu. Bon, peut-être quelques mots quand même. Le X100 Mark VI, c'était un boîtier qui était super attendu, super désiré. Et d'après ce que j'ai compris, le nombre de préventes et de commandes est absolument délirant. Délirant, ça c'est difficile à quantifier. Ce qui est sûr, c'est qu'il est déjà très dur à trouver puisqu'il est en rupture un petit peu partout. Mais pour comprendre cette espèce de culte qui est lié à cette série, il faut remonter au premier X100 qui est sorti en 2011. Donc c'est une série qui commence à dater un peu à l'ère numérique. Donc c'est le 6e, mais c'est vrai qu'il a fallu 4 ans entre le X105 et le 6. C'est ce qu'on peut considérer comme une longue attente quand on est dans le milieu. Le X105 était tellement épuisé, écoulé partout que son prix a flambé sur le marché de l'occasion. Donc le 6 était effectivement très attendu. Il arrive avec des fonctions qui sont logiques en fait. 40 millions de pixels, la stabilisation, c'est ce qu'on a vu sur le XT5, le XH2. Réussir à l'intégrer dans un boîtier aussi compact, c'est bien joué, c'est une jolie prouesse. Donc c'est très chouette. On peut juste pointer qu'ils ont oublié de mettre le mode haute définition qu'on trouve par exemple sur le XT5, mais connaissant Fuji et leur art de la mise à jour de firmware, on peut aussi espérer qu'ils le fassent un petit peu plus tard. On a vu en début d'année Nikon faire des mises à jour spectaculaires sur le Z8, qui a eu le mode de définition délirante, quoi, qu'on a vu sur le ZF via une simple mise à jour. Donc c'est de l'ordre du possible, parce que le processeur est le même d'un boîtier à l'autre. Donc oui, c'est le modèle phare de ce début d'année, c'est le modèle un peu qu'on peut désirer, qui reste abordable et qui reste un peu unique sur un marché du compact expert où finalement, à part le Q3, les Ricoh GR et ce X106, il n'y a plus personne. Marc, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a interpellé dans les nombreuses informations que je viens de donner? Écoute, non, c'est sûr que le Fuji, là, je pense que ça va faire date quand même. Ça te plaît, ça, ce genre de boîtier? Écoute, ouais, c'est le genre de petit boîtier qui est désirable. Ouais, quand même. En fait, pour tout te dire, j'en ai commandé. Mais tu as réussi alors? Tu l'as eu ou pas? Non, pas encore. Et pourtant, je l'ai commandé. T'es sur liste d'attente ou tu sais quand ça arrive? Non, pas encore. Je l'ai commandé dans les premiers jours. Parce qu'en fait, j'aurais bien aimé avoir un X105, mais en fait, j'ai jamais pu. Le mien, je le garde. Voilà. Et donc, du coup, je m'étais dit, le jour où il y a le successeur qui sort, je ferai peut-être le pas, quoi. Bon. Donc voilà. Non, mais c'est vrai que c'est des petits boîtiers qui sont très intéressants pour la vie de tous les jours, pour être discret, pour aller en vacances, et puis surtout pour avoir moins de choses avec soi, quoi. On va en reparler de toute façon de ce boîtier, très certainement. Et sur une paroi, ça peut être plus léger qu'un gros Z9. Mais bon, on va en reparler de tout ça. Petite question, justement, toi qui fais de la photo, mais qui filme aussi, cette annonce-là du rachat de Red par Nikon, ça te parle? Tu as déjà utilisé des caméras Red, toi? Alors, moi, personnellement, j'en ai jamais utilisé. Par contre, j'ai travaillé très souvent avec des caméramans qu'on utilise. Donc, je pense que ça va être quelque chose de très intéressant. J'ai déjà d'ailleurs un petit peu regardé. Il y aurait potentiellement un RAW fait par Red qui pourrait peut-être venir sur les caméras Nikon, de ce que j'ai Parce que RAW fait déjà son... Nikon fait son RAW. Enfin, Nikon fait mais son à RAW première vue, en fait, les coloristes sont vraiment fans du RAW de chez Red. Donc voilà, affaire à suivre. Et puis je pense qu'au niveau capteur aussi, Red, ils sont pas trop mauvais.
Donc, ouais, ça peut être intéressant. En tout cas, ça a vraiment été la surprise générale, hein, cette annonce. Personne l'a vu venir. Et ça montre une nouvelle fois à quel point Nikon s'intéresse de manière très, très, très sérieuse au monde de la vidéo et a fortiori maintenant du cinéma et veut venir se positionner en frontal, hein, finalement, sur tous les dossiers face à Canon, Sony et Panasonic qui sont tous trois présents sur ce marché-là.